Je croyais autrefois que les mariages représentaient la joie, la famille rassemblée, unie pour une seule journée, promettant d'être du même côté. Mais le mien ne s'est pas passé ainsi. Tout a commencé avec le gâteau. Pas seulement de la farine et du sucre. C'était mon unique caprice. 3 étages, ivoire mat avec des bordures cuivrées. Le sucre travaillé si finement qu'on aurait dit qu'il pouvait se briser dans l'air. Une phrase unique inscrite à la base, Julien et Élodie. Il m'avait coûté près de 3 900 €. Trop cher, peut-être, mais après l'année que nous venions de traverser, je voulais au moins une chose préservée. Puis mon petit frère, Mathieu, est arrivé. 23 ans. En retard, bien sûr, les cheveux encore humides, la coiffure négligée, une odeur persistante d'un parfum de luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il n'a salué personne, n'a apporté aucun cadeau, s'est simplement dirigé vers la table du gâteau comme si toute la réception avait été montée pour son entrée. Il s'est appuyé dessus. Un coude. Un mouvement nonchalant. Le genre de geste qu'on fait quand on s'ennuie. La table a vacillé. Le gâteau a tremblé puis s'est effondré. Des exclamations. La crème projetée sur le sol comme de la porcelaine brisée. L'étage supérieur a glissé tout droit sur la robe d'Élodie. Soit pâle tachée de crème au beurre et de pétales cristallisés. Et Mathieu a ri. Un mot. Oups. Mon père s'est précipité aussitôt, sa voix basse, prudente, comme s'il avait répété la scène. Tu sais comment il est quand les choses ne tournent pas en sa faveur. Pas une excuse, pas de responsabilité, juste un prétexte de plus. Je ne bougeais pas, je ne dis rien, je fixais seulement les décombres, la seule chose que je croyais intouchable. Plus tard, dans la salle de bain, Élodie et moi tamponnions sa robe avec des serviettes mouillées. Sa voix tremblait. Il l'a fait exprès, non? J'ai croisé son regard dans le miroir. Il m'a demandé un apport pour une maison. J'ai ajouté 92 000. Elle n'eut pas besoin d'autres explications. Elle savait déjà. J'avais dit non. Et Mathieu s'était assuré que tout le monde le remarque. Ce soir-là, une fois les invités partis, je me suis assis à mon bureau. Sur l'écran, un dossier nommé « Aide Mathieu ». À l'intérieur, des contrats de prêt, des papiers cosignés, 10 500 € sur un compte, prêt à le sauver. Je ne ressentais pas de colère. Je me sentais lucide. J'ai fermé les comptes, retiré mon nom de ces dossiers. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé. « Mathieu, c'est quoi ce bordel? Tu t'es retiré? T'es sérieux? » « Papa, ce doit être un malentendu. Parlons-en. » Ce n'était pas un malentendu. C'était la première fois que je disais non sans me justifier. Et dans le silence qui suivit, j'entendais encore l'enfant que j'avais été, celui qu'on avait puni pour avoir refusé de prêter son vélo. 12 ans, apprenant que le silence serait pris pour un accord. Mais ce gâteau, ce n'était pas de la maladresse. C'était un message. Et cette fois, j'en ai renvoyé un. Mathieu a rappelé, la voix tranchante, gonflée d'orgueil blessé. « Tu as ruiné mon avenir, dit-il. » Non, lui ai-je répondu. J'ai seulement cessé de le financer. Il a raccroché. Le week-end venu, il a publié une vidéo en ligne, les yeux rougis, légendés. Quand ton frère sabote tes rêves parce qu'il ne supporte pas de te voir réussir. Des centaines de milliers de vues. Des inconnus pris de pitié, sans jamais savoir qu'il n'avait jamais manqué de rien, parce que j'avais toujours payé ses factures. Je n'ai pas contesté. Je n'ai rien expliqué. J'ai ouvert un dossier nommé preuve, capture d'écran, virement, mais, des années de sauvetage silencieux. J'ai envoyé un seul courriel à son agent immobilier. Je ne suis plus financièrement lié à Mathieu. Tout était joint. Pas de menaces, seulement des faits. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone 2 fois. Pas encore la paix, mais presque. La rupture finale est arrivée lors d'un brunch une semaine plus tard. Papa l'appelait une remise à zéro. Crêpes, café fumant, fleurs sur la table. À mi-repas, il a soupiré. Nous avons tous fait des erreurs. Peut-être qu'il est temps de pardonner. Ce qui signifiait oublier. J'ai posé ma fourchette. Très bien, parlons des erreurs. Silence. Parlons de la destruction d'un gâteau de mariage parce que je n'ai pas donné 92 000 €. Parlons de l'histoire inventée pour récolter des clics. Mathieu a levé les yeux au ciel.
Tu es encore bloqué là-dessus. Non, ai-je répondu, je ne suis plus bloqué. J'ai fini d'être le méchant de ton récit simplement parce que je n'ai pas voulu le financer. La main d'Élodie a trouvé la mienne sous la table. Nous nous sommes levés. Nous sommes sortis. Personne ne nous a suivis. C'était ma réponse. Une semaine plus tard, nous avons emménagé dans une petite maison en périphérie. Rue tranquille. Pas de conversation de groupe incessante. Pas de culpabilité collée au mur. Juste nous. Une nuit, en déballant les cartons, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures, des lettres de Mathieu quand nous étions enfants, des remerciements, des blagues idiotes, des dessins. Je me suis assis par terre sous une lampe, et pour la première fois, je me suis autorisé à pleurer. Pas pour le gâteau, pas pour la maison, mais pour le frère que j'avais connu avant que l'avidité ne réécrive son regard sur moi. J'ai pleuré. Puis j'ai déchiré les lettres, sorti la poubelle. Certaines choses ne sont pas faites pour être portées éternellement. La vérité, c'est que couper mon nom de sa vie n'était pas une vengeance. Ni de la colère. C'était une limite tracée nette, sans excuse. Le moment où j'ai enfin choisi moi-même. Et peut-être que la vraie force, c'est cela. Pas de porter tout le monde. Pas de réparer ce qu'il brise.